Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juliette Aurin, directrice social media et influence de l'agence NetQuad. Bonjour Juliette. Bonjour Patrice, merci de m'avoir invité. Ben, merci d'avoir accepté, notre invitation. Alors, c'est un vrai plaisir, hein, que je t'accueille dans ce nouvel épisode parce qu'effectivement, on va y revenir, hein. Vous avez, sorti une étude qui m'intéressait, sur une partie vraiment, DIRCOM, pour la partie, secteur public et donc je trouvais intéressant parce que souvent on n'a pas traité ce sujet-là, dans le cadre du podcast et je voulais, et donc échanger avec toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu te présentes. Alors, je suis donc Juliette Aurin, ça va faire, 1 an que je travaille à la NetSquad en tant que directrice social media et influence. L'influence et le social media à NetSquad, c'est une grande partie de nos activités. On travaille à la fois pour des clients publics, beaucoup, historiquement, c'est un des positionnements, majeurs de l'agence, de travailler au service des institutions et puis on travaille également pour un beau panel de clients privés, dans les secteurs food, tech et santé et moi, je suis un pur produit du social media puisque j'ai commencé en 2011, déjà en social media, au tout début, aux prémices de Facebook et ça a toujours été, une grande source d'intérêt et de passion. OK, bah, alors je t'ai invité alors, parce qu'effectivement, donc tu es quelqu'un, qui est depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, mais je t'ai invité, comme je le disais tout à l'heure, sur une étude, de l'association, Communication Publique, en analysant en fait la présence sur LinkedIn et sur X de 131 adhérents de cette association, via un audit qualitatif et quantitatif et donc je me suis dit effectivement, c'était un point intéressant de voir aujourd'hui comment, ces dirigeants, dans un secteur bien précis, prenaient la parole et éventuellement, bah, les contraintes et de voir s'il y avait des éléments qui étaient spécifiques à leur prise de parole. Alors, en fait, aujourd'hui, parce que effectivement sur cette partie-là, je vous avez noté, en fait, une très nette, désaffection des DIRCOM publics sur ce réseau, qui est donc X, et je voulais voir, en fait, comment toi, tu percevais ces éléments-là et quelles étaient les raisons de cette évolution éventuellement ou peut-être que c'est quelque chose de classique, sur cette prise de parole des dirigeants sur X, de cette partie parapublique, pardon. Alors sur le fait de quitter X ou de ne plus y être actif, il faut se rappeler dans quel contexte, on a débuté notre étude. On a commencé à travailler dessus fin 2024 et fin 2024, on était, vraiment au moment d'une très large, prise de conscience pour beaucoup d'acteurs, que ce soit publics ou privés, hein, de la détérioration de l'expérience sur X, de la dimension de plus en plus politique et partisane envers Elon Musk et c'est au moment de l'élection de Donald Trump qu'on voit un très gros décrochage et qu'on voit dans les conversations que nous on a avec nos clients, se développer de plus en plus l'idée de quitter X, eu égard voilà de Donald Trump qui remporte les élections. Il y a de plus en plus un mouvement qui s'appelle Hello Kitty qui prend de l'ampleur, donc ça nous intéressait de savoir à ce moment-là, quel était l'impact réel entre les déclarations et les actions? Est-ce qu'il y avait vraiment un mouvement, d'ampleur, chez les DIRCOM publics? Et ce qu'on a vu en nous penchant sur les profils des 131, adhérents de l'association, bah, c'était que majoritairement déjà, heu, ils étaient une très courte majorité à avoir déjà adopté X, mais que là, cette courte majorité qui avait déjà adopté X, ils étaient clairement, devenus totalement inactifs ou très, très peu actifs, ne gardant que des profils, à des fins de veille, mais qui étaient clairement en train de prendre de la distance. En tout cas, c'est ça, c'est ce que les entretiens quali ont révélé. Il y avait une volonté de distanciation et de diversification des outils et puis un constat qui était partagé partout, c'est-à-dire au-delà de la dimension, idéologique de vouloir y rester ou pas, c'était une plateforme qui ne servait plus du tout leurs objectifs de com en termes de performance. Donc ça, c'était vraiment un point commun qu'on a pu constater et qui ensuite s'est vérifié par les chiffres. C'est pas forcément en claquant la porte avec, voilà, un grand discours et cetera, mais la plupart des DIRCOM soit arrêtent de tweeter, soit passent dans un mode vraiment très passif, soit, se retirent carrément, mais ça, c'est des et le disent, mais ça a été, finalement une prise de position relativement plus rare. Oui, ça m'intéressait, mais peut-être que c'est pour nos auditeurs, c'est bien qu'ils n'ont pas, vu cette, étude, que tu nous redonnes un petit peu de contexte, sur cette étude, en fait. Oui, bien sûr. Alors l'étude, c'est une étude donc on a menée avec l'association Communication Publique. L'association Communication Publique, c'est une association qui fait référence pour tous les acteurs de la communication publique. Alors elle a l'avantage, d'avoir la clarté de son nom, en France et donc elle nous a donné, voilà, des facilités pour accéder au profil de ses membres, 131 profils. Alors avec, des profils, dans les collectivités territoriales, des agences d'État, des ministères, donc des profils extrêmement variés.
et qu'on a étudié sous le prisme de l'utilisation de 2 réseaux qui sont donc X et LinkedIn. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé leur nombre d'abonnés, la façon dont ils interagissaient sur ces réseaux, leur fréquence de publication et puis on est allé regarder aussi, 5 critères qui nous semblaient, intéressants. C'est-à-dire, en effet, à quel point est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'ils sont fréquents dans leur activité? Est-ce qu'ils arrivent à rentrer en conversation avec d'autres profils? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des posts qui sont originaux dans la forme et dans le fond? Et est-ce qu'ils sont avoir des est-ce qu'ils sont capables d'avoir un discours qui rentre en résonance avec une actualité en dehors de l'actualité stricto sensu de l'institution qu'ils représentent? Donc ça a été la le 1 travail qui était essentiellement qualitatif, qui est un travail qu'on a mené, voilà, sur plusieurs mois de leur activité qu'on a passé au peigne fin et puis ensuite on a fait une partie qualitative. On a mené des entretiens avec, plusieurs d'entre eux, alors surtout avec des profils assez actifs et plutôt, avancés dans leur pratique, mais aussi avec des profils plus réticents pour essayer de comprendre aussi, qu'est-ce qui se jouait dans le fait, d'être ou de ne pas être, de communiquer, des choix éditoriaux qui étaient faits donc ça a été 2 volets qui ont été travaillés conjointement et qui ont été présentés d'abord en exclusivité pour les adhérents de l'association Communication Publique et ensuite dans un second temps, on en a fait un matériel pour, une formation personnalisée avec les communicants de l'association. OK. Parce que cette étude effectivement et je il y avait quelque chose, mais qu'on note, hein, pas spécifiquement pour ces sphères-là, c'est une évolution aussi et une nette adoption de LinkedIn dans leur prise de parole aujourd'hui. Oui, complètement. C'est-à-dire que vraiment ça, c'était une intuition forte, hein, qu'on avait au départ en allant, voir leur profil. Mais, pour dire sur les 131 membres, qu'on a étudiés, il y en a que 4 qui sont pas présents sur LinkedIn, donc l'immense majorité y est active. Et par contre, il y en a beaucoup qui ont un compte, mais qui en fait sont inactifs. Donc on a 41 de ces profils qui vont être tout de même sans publication et sans publication en propre. Donc on a une adoption massive, mais on a une difficulté à passer du stade vraiment passif de «j'ai un compte et je veille l'actualité» à «et j'entre en connexion avec mon réseau» à «je prends la parole et je formule aussi ma parole de dire comme sur cette plateforme-là». Ça, on sait pourquoi aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui on constate, en tout cas pour les Lircom, mais souvent c'est intégré maintenant des stratégies globales. On parle de leader advocacy sur ce podcast, on le voit bien. Il y a un accompagnement des prises de parole des dirigeants. On sait pourquoi, il y a encore ce pourcentage de personnes qui ne prennent pas la parole sur LinkedIn? Alors on a ça, c'est plutôt les entretiens qualitatifs qui nous ont permis de rentrer dans le pourquoi. Clairement, il y a plusieurs freins à l'œuvre. Il y a un premier frein qui est, on va dire une interprétation assez, vaste du devoir de réserve du fonctionnaire, qui est que voilà, eux, ils se sentent pas forcément légitimes pour commenter notamment des faits d'actualité ou une actualité plus globale que celle de leur institution. Ensuite, il y a un défi qui est celui de trouver le temps, de trouver son axe de com. Généralement, les DIRCOM, c'est un peu le syndrome du cordonnier mal chaussé, mais il passe son temps à trouver des angles et des axes de communication, des niches et cetera pertinentes, pour son institution et pour lui-même, bah, du coup, il a l'impression que tout est dit ou que tout a été dit et qu'il a pas forcément, une dimension, supplémentaire à apporter à ce qu'il produit déjà dans le cadre de son institution. Et puis ensuite, il y a un biais qui est un biais, assez marginal, je dirais, mais quand même qui nous est apparu en regardant les profils. C'était que on avait des profils très majoritairement féminins dans ce panel et que malgré tout, il y avait encore plus que sur les profils masculins, une hésitation à vouloir être trop verbal ou à être trop visible sur la plateforme. Qu'il y avait une discrétion, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de moi, mon rôle en tant que DIRCOM, il est plutôt d'être en recul et dans les coulisses et pas au premier plan et ça on le trouvait beaucoup chez les profils, féminins, notamment de DIRCOM. Donc je dirais qu'un manque de temps, une difficulté à trouver sa propre segmentation, l'impression parfois de contrevenir au devoir de réserve, cette dimension, voilà, peut-être, un peu plus reliée à la question des sciences sociales, mais qui est aussi une tendance féminine à peut-être davantage, se restreindre dans sa prise de parole. Troisième enseignement que vous avez, c'est qu'il y a, pour vous en tout cas, pour ces cibles-là, on le voit bien aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel, mais qu'il y a un Mmh. potentiel inexploité d'audience et d'engagement sur LinkedIn qui pourrait encore vraiment travailler. Donc ce que vous disiez, vous travaillez avec des formations, donc c'est des choses que vous avez aussi, notées dans le cadre de votre étude? Complètement, on les a rangés par famille, on a fait des ordres de grandeur. Alors il y a dans ce panel-là, il y a aussi des gens qui sont des très gros influenceurs, hein. Il y a au moment où on avait arrêté l'étude,
quelques profils qui dépassaient les dizaines de milliers d'abonnés. Il y avait un profil à 19 000 abonnés. Donc il y a quelques très gros profils qui sont très actifs et très en avance, dans leur pratique. Mais il y a aussi beaucoup de profils qui, en fait, vont avoir une centaine et maximum 3 000 abonnés, et ça, c'est l'immense majorité des profils. On n'a que finalement 12 du panel, un petit peu plus de 12 qui va avoir plus de 5 000 abonnés. Moi, quand je pense aux DIRCOM d'institutions, parfois des institutions de premier plan, des ministères, des grands musées, des grandes facultés et cetera françaises, j'imagine trouver plus d'abonnés que ça, il y a un discours plus actif. Mais non, en fait, la plupart restent quand même, très en retrait, et c'est pour ça qu'on parle de potentiel inexploité. C'est parce que finalement, si je découpe ça en un camembert, on va avoir donc ces 12 de leaders qui ont plus de 5 000 abonnés sur LinkedIn, mais on va avoir finalement 44 qui en ont entre 0 et 1 500, 30 qui ont entre 1 500 et 3 000, et 13 qui ont entre 3 000 et 5 000. Donc très clairement, la plus grosse catégorie, c'est les nanos, ceux qui ont des toutes petites communautés. Donc pour moi, ça relève quand même, vu l'intérêt et le regard qu'il y a et l'attention qu'il y a au sujet de com public, d'un potentiel, ouais, qui est largement sous-exploité. Alors effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais que tu reviennes un peu plus précisément sur ce sujet-là, parce que nous, ce podcast, on reçoit beaucoup de femmes, et qui, prennent la parole justement et qui se posent pas trop la question, j'ai même au début de ce podcast, sur la première saison, je posais la question pour certaines femmes, si pour elles, il y avait une différence dans la manière de prendre la parole, et pour elles, il y en avait pas. Mais, dans ton étude, en tout cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une différence, hein, les hommes sont bien plus actifs et enclins à une communication personnelle que, leurs homologues féminins. Est-ce que tu peux quand même revenir, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais revenir un peu plus profondément sur cette problématique-là? Alors, je suis pas, experte, hein, des sujets, d'égalité, femmes-hommes ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà lu, pas mal de choses en sciences sociales sur le fait que les femmes ont tendance à davantage, heu, se taire ou, se censurer dans les espaces numériques en général. C'est-à-dire que les femmes commentent moins, elles publient moins, elles sont moins actives que les hommes dans tous les usages qu'elles peuvent faire des différents réseaux sociaux, dans aussi les usages qu'elles peuvent faire du commentaire sur des plateformes d'information ou autres. Donc déjà, de manière générale, il faut savoir que les femmes, quand même, sont moins loquaces que les hommes sur les réseaux sociaux et s'expriment moins, simplement parce qu'elles ont l'impression aussi de courir un peu, plus de risques. Il y a aussi tout le prolongement qui est fait avec, les études qui sont faites sur la participation des femmes, tout simplement dans l'espace public, à l'école, à la faculté. C'est des choses qui se vérifient, en fait, et l'espace numérique n'est jamais que le prolongement de la vie, IRL. Et par ailleurs, quand on regarde, nous, notre panel et l'expression que ça peut trouver au sein du panel, hein, qui ne compose que 130 personnes, donc ça ne vaut pas, pour vérité, scientifique, hein. C'est que si on a, 32 d'hommes et 68 de femmes dans le panel, pour autant, les hommes représentent la majorité des profils qui se situent dans le haut des catégories, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'abonnés et ils prennent plus souvent la parole, et ils sont la majorité de profils dans la catégorie la plus puissante et la plus visible du panel. Là, tout d'un coup, on bascule sur des profils qui ont plus de 5 000 abonnés et on voit beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus en proportion qu'on en a vu dans les autres catégories du panel. Donc ça me semblait quand même intéressant de le souligner, et quand on a mené des entretiens qualitatifs, il y a eu cet aller-retour qui a été fait, voilà, par plusieurs d'entre elles, pour dire que, ouais, sans doute, elles ont une tendance à moins assumer le personal branding, que leurs homologues, masculins. Et après, comme je savais que c'était une question dont on allait discuter aujourd'hui, j'ai aussi regardé une étude qui a été faite par nos confrères de l'agence Angie, qui arrive au même constat. C'est-à-dire que les femmes, si elles représentent, je crois, une légère majorité ou quasiment l'égalité des utilisateurs LinkedIn que les hommes, elles vont, interagir moins, commenter moins, publier moins fréquemment. Donc autant vous avez eu de la chance parce que, voilà, vous avez réussi à avoir pas mal d'invités féminines dans votre podcast, et c'est une très bonne chose pour la visibilité. Mais en réalité, de manière générale, les femmes sont des utilisatrices moins chevronnées et moins libérées, on va dire, sur LinkedIn, que ne sont leurs homologues masculins. OK. Peut-être l'exception, mais c'est vrai qu'après, avec Delphine Riboudon qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, effectivement, et c'est pour ça que souvent on a aussi beaucoup de personnel féminin, parce qu'elle, elle est pourvoyeur de pas mal d'intervenantes, au sein de ce podcast. Hem, Justement sur cette étude-là, je pense ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ouais, il y a une analyse qui a été faite comme tu le disais avec, Canty et Cady. Est-ce que quand même vous arrivez à en tirer des bonnes pratiques incontournables sur la prise de parole en leader advocacy? Oui, 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 très clairement, on voit que dans cette catégorie, les fameux là, leaders dont je parle, au-delà du fait d'avoir
un aspect purement quantitatif, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses communautés, ils sont suivis par plus de 5 000 personnes. On voit des gens qui ont vraiment, pris le textbook LinkedIn pour le mettre en application. Ça veut dire c'est des gens qui sont réguliers, qui ont trouvé leur créneau éditorial, donc qui vont avoir une prise de parole qui est complémentaire à celle de leur institution, qui vont partager, des visions un peu coulisses de leur métier et ça, je pense que à l'heure où la communication publique, elle est beaucoup critiquée, faire œuvre de cette transparence-là, c'est extrêmement intéressant. Ils vont travailler pour la marque employeur aussi, ils vont valoriser leurs équipes. Ils vont se trouver un rôle et une expression en tant que DIRCOM qui est à la fois celui d'un meneur ou d'une meneuse d'hommes et à la fois de quelqu'un qui complète la vision éditoriale, de l'institution qu'ils sont chargés de représenter. Et puis après, c'est des gens qui, sont pas à 5 000 abonnés et plus par hasard. C'est-à-dire, c'est des grands networkers. Souvent, quand on en parle avec eux, c'est des gens qui ont des bons réflexes d'ajouter, journalistes, partenaires, collaborateurs et cetera, donc qui étendent leur réseau, en permanence. Et puis, c'est des gens qui vont avoir souvent, alors pas tous, mais une activité en dehors de leur propre flux. C'est-à-dire qu'ils vont, aller remercier les uns les autres, ils vont laisser des commentaires, sur des posts, à l'issue d'un congrès, à l'issue d'un événement, à l'issue d'une sortie. Ils vont partager les posts de leurs agences partenaires. Ils vont rentrer dans une logique aussi un peu de réseau social et pas simplement de flux où je suis DIRCOM et tu es destinataire, je suis émetteur. Et ça aujourd'hui, on sait que c'est des pratiques, qui sont payantes et qui sont récompensées par de la visibilité, par l'algorithme et la manière dont il est conçu, à l'heure actuelle. Alors, pour toi, il y a quand même une spécificité ou pas, quand on est, DIRCOM, d'une entreprise, classique du CAC 40 et puis la partie secteur public? Est-ce qu'il y a des différences pour toi dans on en a un petit peu traité tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir pour toi s'il y a des différences entre un DIRCOM, on va dire CAC 40 et un DIRCOM, sphère publique? Je dirais que les enjeux sont quand même assez proches parce qu'on est là pour défendre une marque, pour, expliquer ce qu'on fait, pour, parler aux différents publics, pour, adresser les journalistes, les actionnaires, les candidats, nous toutes enfin, actionnaires, il n'est pas question sur la sphère publique, mais le principe est un peu le même, c'est de parler aussi, aux usagers ou aux citoyens. Je pense que l'enjeu plus particulièrement, de la com publique et là on se parle, ça fait pratiquement un an que l'étude est sortie et on est dans un contexte, voilà, où la directive Le Cornu, gèle les dépenses de communication jusqu'à la fin de l'année, pour l'État. Il y a un véritable enjeu pour eux à faire comprendre, ce que fait le DIRCOM public, ce à quoi sert l'institution et en quoi elle se met au service des citoyens. Et qu'elle est là pour raccourcir la distance entre le citoyen et l'institution. Elle est là pour expliquer et défendre le fait que la communication publique, c'est une vocation, c'est une mission, c'est un secteur particulier. C'est aussi ce que défend l'association Communication Publique, hein, le fait de dire, voilà, c'est un métier, c'est une expertise, c'est un rayonnement particulier et il faut le traiter justement, à la différence de la manière du privé, comme, une entreprise individuelle, une vocation et quelque chose qui, en définitive, aide à mieux comprendre ce qui fait la société. Et ça, je pense que c'est une mission que vraiment les DIRCOM qu'on a interrogés ressentent et qu'ils ont à cœur d'incarner et ça c'est très intéressant et c'est très chouette à défendre aussi. OK. Bon, social media, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis, parce qu'on a une question traditionnelle dans le podcast, c'est, la problématique autour de la facebookisation de LinkedIn, hein. C'est aujourd'hui, des prises de parole, très personnelles, voire trop personnelles pour, certaines personnes. Est-ce que toi, tu penses de cette évolution de cette plateforme? Alors je sais même, je crois que sur un des derniers, on a parlé du TikTokisation de LinkedIn, donc on est vraiment encore sur une évolution, mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses de cette évolution, en tout cas de LinkedIn dans les usages? Je pense que c'est surtout lié au fait que Facebook est déserté et est devenu une plateforme sur lequel il est très inconfortable de publier et très inconfortable de consommer du contenu la plupart du temps. Donc il y a en effet un effet de rabattage, si j'ose dire, sur LinkedIn. Après moi, je sais que les gens, trouvent ça particulièrement malaisant ou particulièrement cringe, si je peux utiliser l'expression. Moi, je suis pas j'ai pas ce petit snobisme-là. J'estime que c'est un peu le prolongement de la vie de bureau, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours un collègue pour montrer des photos de son chien, pour raconter son week-end et pour avoir envie de partager son opinion sur un film. Donc, du moment que c'est pas la majorité, on va dire, des publications qu'on lit et qu'on reste, voilà, dans des lectures relativement expertes par ailleurs, je trouve que ça offre une distraction et une petite pause. Sinon, LinkedIn serait bien monolithique et je trouve ça assez premier degré, finalement assez touchant, les gens qui font ça. Du moment qu'ils en font pas un fonds de commerce et que c'est pas, abusif. Je trouve que ça met de l'humain là où il doit quand même rester des humains au-delà des professionnels.
Ouais, donc c'est un équilibre qu'il faut trouver quand on prend la parole sur, Toute chose à petite dose, est bonne à prendre, on va dire. Je pense que je ne suivrai pas que des gens qui partagent leur week-end, sinon ça n'aurait plus voilà. d'intérêt, tu Et après, comme on le rappelle à nos éditeurs à chaque fois, mais je le redis pour, ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, c'est qu'aussi on est maître, de son feed et donc quand vous avez des gens qui ne voilà, la manière dont ils adressent, le réseau social ne vous intéresse pas, vous pouvez soit vous désabonner, soit le masquer, en tout cas en fonction de ce que vous souhaitez faire pour que justement derrière, l'algorithme vous passe qu'uniquement les Exactement. C'est phases aussi avec aux gens de dresser leur propre, algorithme et d'indiquer un peu, ce qu'ils veulent voir ou moins voir et par ailleurs, les gens peuvent être vite un petit peu taquins ou agressifs ou autres. Je trouve que voilà, si on n'a pas envie de voir certaines choses, on n'est pas obligé de laisser un commentaire, acerbe. On peut aussi tout simplement, passer son chemin et ça se passera très bien. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Juliette, voilà, que ça m'intéressait d'avoir cette, ta vision, avec cette étude, spécifiquement sur les DIRCOM, du secteur public. Merci de ces échanges. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager, ce podcast à un ou une amie ou mettre une note sur, les plateformes de streaming. Vous savez que c'est aussi de cette manière-là que le podcast se développe de plus en plus. Je vous rappelle qu'on a la troisième saison, donc il se développe de plus en plus grâce à vous. On se retrouvera dans 15 jours pour, encore une nouvelle belle rencontre autour de la leader advocacy. Merci Juliette. Merci Patrice, bonne journée.